Nos deux clubs français étaient en déplacement hier soir pour la Ligue des Champions et on a eu une victoire, une défaite. Victoire de Brest à Salzbourg 4-0 et une défaite du PSG à l'Emirates 2-0. On va pouvoir ensemble dans cette vidéo se repasser un petit peu toutes les statistiques clés, les statistiques collectives, les statistiques individuelles. Vous allez voir, on va se faire un gros tour d'horizon avec des données que vous ne pouvez pas forcément voir publiquement parce qu'on va aller aussi sur Wyscout, donc un organisme statistique que je paye. Voilà, on va faire un peu le tour de tout, hein, des occasions, qui sont les joueurs aussi qui les ont amenés, ces occasions, quels ont été les styles de possession préférentiels, les styles d'attaque préférentiels, les circuits recherchés, la réussite sur les duels aériens, sur les duels défensifs, en regardant individuellement qui a réussi, qui a plus un petit peu échoué, même dans les zones un peu cruciales du terrain, les pertes dangereuses, pertes basses, les récupérations hautes, etc. Enfin vraiment tout un tour d'horizon des statistiques avancées de ces deux rencontres pour confirmer ou non notre impression visuelle. Et on va partir directement, on va pas plus attendre, sur FOTMob. On va aller sur FOTMob pour la première rencontre du coup qui avait eu lieu à 18h45 Salzbourg-Brest. Donc le 4-0, doublé de Abdallah Sima, but de Mohamed Camara et ensuite Pereira Lage également. Ce qu'on peut en dire, c'est que, alors là c'est un peu trompeur parce que Brest, le blason rouge, mais là, la couleur rouge c'est pour Salzbourg. Salzbourg a eu la possession, Salzbourg a eu le ballon, mais c'était quand même assez disputé finalement, c'était pas non plus une possession écrasante, 60-40, etc. Au niveau des XG, Brest est devant avec moins de tirs, donc la qualité moyenne de XG était supérieure, et on le voit quand on regarde les grosses occasions, 3 grosses occasions pour Brest, 2 grosses occasions pour Salzbourg, 2 manquées, 1 manquée pour Brest. Il y a eu plus de tirs cadrés côté Salzbourg, mais voilà, les tirs étaient pas forcément toujours si méchants que ça, même si Bizot a fait un sacré travail dans les cages, un des hommes du match sans doute, même si à un moment il fait une petite boulette, on y reviendra peut-être. Au niveau des passes réussites, les deux équipes tournent autour de 80%. Beaucoup de fautes dans le match, 28 fautes, c'était un match globalement assez haché, surtout sur la première période. D'ailleurs, sur la première période, j'aurais pas forcément pensé, là si on regarde que sur la première, c'est Salzbourg qui a les XG, Salzbourg a quand même un peu plus le ballon, etc. Même s'il y a 2 grosses occasions du côté de Brest, mais c'était l'intensité autrichienne, c'était quand même quelque chose. Brest avait un peu du mal dans les duels, du mal à ressortir les ballons, etc. Se faisait quand même pas mal bouger. Mais au global, la patience aura payé et l'équipe aura su s'en sortir avec un score fleuve, un des plus gros scores de la soirée. Si on regarde en détail les expected goals, voilà, même dans le jeu pur, Brest est devant. Sur coup de pied arrêté, dans les deux cas, il n'y a pas eu beaucoup de danger créé, mais Salzbourg est légèrement devant. Et puis, alors sur les XG cadrés, donc ce sont les XGOT, j'en ai déjà parlé pour ceux qui me suivent, mais en gros, les XG ici, ce sont... Alors, il faut qu'il y ait une frappe pour qu'il y ait un XG, mais les XG ici, sont calculés par rapport à la position, l'endroit, la situation dans laquelle le joueur tire, donc est-ce qu'elle est favorable ou non, et les XGOT, c'est la qualité de la frappe. Donc en fait, là c'est avant que le ballon quitte le pied du joueur, et là c'est après. Et souvent quand tes XGOT sont plus hauts que tes XG, ça veut dire que tu as plutôt bien converti tes zones de frappe en frappe dangereuse. Donc voilà, on voit qu'il y a 2,93 XG cadrés du côté de Salzbourg. Pourtant, ils ont marqué 0 but, donc d'où l'importance de Bizot dans les buts. Et puis 2,72 pour Brest, donc ce qui signifie que en soi, ils ont bien transformé leurs occasions, mais que voilà, ils auraient peut-être dû tourner autour de 2 ou 3 buts. Ils en mettent 4. Bon, le gardien d'en face n'a pas été non plus toujours irréprochable. Pour ce qui est des passes, il y a eu, comme on le disait, un taux de passes réussi assez similaire. Autant de passes dans leur propre moitié de terrain, mais plus de passes dans la moitié adverse pour Salzbourg. C'était aussi un choix de Brest. Brest allongé, pas mal. Et on le voit quand on regarde les passes longues. 45 passes longues du côté de Brest, 8 seulement du côté de Salzbourg, donc qui avait un jeu beaucoup plus au sol. Qui était une équipe franchement assez agréable à regarder jouer quand même au global.
malgré la défaite 4-0. C'est ce que je disais, c'est des équipes autrichiennes, c'est du jeu direct. Leur entraîneur, il expliquait que c'était un ancien adjoint de Jürgen Klopp, et ça se voyait, c'était du jeu direct. Au sol, plutôt bien réalisé. Vraiment, sur la première période, il transperçait très souvent le bloc brestois. Il se retrouvait en 3-4 passes directement dans la surface. Et ben, on le voit là, touche dans la surface adverse. 40 pour Salzbourg, 21 pour Brest, donc la moitié. Mais Salzbourg n'a pas forcément converti ça de manière si dangereuse finalement. Au final, donc, et les Brestois ont été ont mis beaucoup de cœur comme d'habitude. Là, on le voit dans les blocages, ils ont bloqué pas mal de tirs adverses, ils ont intercepté aussi des passes dangereuses, etc. Au niveau de la discipline, on le disait tout à l'heure, il y a eu quand même beaucoup de fautes. Il y a eu 5 jaunes au total. Donc voilà un petit peu pour les duels, on verra parce que là c'est un petit peu impertinent chez Opta pour ceux qui me suivent, j'avais déjà expliqué, on va voir en détail après. Mais voilà un peu pour les stats, on va dire globales. On va aller se pencher sur les stats plus avancées, donc notamment sur les occasions de but. Alors c'est, comme on le disait, Brest qui mine de rien a eu les plus grosses situations au final. Alors si on découpe en première période, donc Salzbourg a cette grosse situation-là de Bistrup qui prend un centre en retrait de mémoire. Après, il n'est pas super bien positionné. En fait, la façon dont il reprend le ballon, ça fait un peu penser... Enfin, il y a pas trop d'énergie, on va dire. Ça fait un peu penser à Mbappé là, contre le Bayern, la finale, l'occasion qui a beaucoup tourné. Dans le sens où il se penche un peu vers l'arrière, je crois. Enfin, c'est pas exceptionnel. Du coup, Bizot n'a pas non plus une frappe de malade à arrêter, mais c'est vrai qu'il est seul. L'occasion est assez significative à cet endroit-là du terrain. Sinon, voilà, il y a pas mal de frappes, mais pas forcément si marquantes que ça. Il y a une tête de Konaté, là, mais c'est du 0,12 XG, donc 12% de chance de marquer. Dans cette situation-là, quand même, par rapport à celle-ci, à 48, c'est quand même assez différent. Et puis, du côté des Brestois, il y a le but. Il y a le but de Abdallah Sima, là sur contre-attaque, avec la passe magnifique de Ajorc, qui nous met un extérieur du pied. Tu vois ce grand gaillard-là qui délivre une passe comme ça, c'est assez fou. Et une autre action de Sima, c'est sur, je crois que c'est Del Castillo qui le lance en profondeur, entre guillemets. Alors l'occasion est significative, mais Sima est un peu, il a pas trop de temps, je crois, pour réfléchir, etc. Bon, au final, il la cadre, mais je crois qu'il la cadre, je sais plus trop. Enfin, ils mettent miss, donc c'est peut-être pas cadré finalement. Mais c'est pas si simple. Et apparemment une tête aussi de Mohamed Camara. Pour le coup, cette tête-là, je ne l'ai pas en tête, mais voilà, assez significative également. Et puis en seconde période, Salzbourg moins offensif, voilà. Alors il y a cette situation-là de Gluck, je crois que c'est Bizot qui, il se rate sur une relance au pied ou à la main, enfin ça touche un joueur de Salzbourg et ça revient sur Gluck. Bizot, il est là à peu près. Gluck va tirer, il va faire un arrêt du pied assez sympa qui va détourner. Et d'ailleurs, ça va amener une autre frappe, mais qui est pas là. Non, ça va amener une autre frappe qui est pas enregistrée ici. Alors, je sais pas pourquoi elle est pas enregistrée. Souvent, quand c'est pas enregistré, c'est que c'est pas considéré comme une frappe, donc ou alors qu'il y a eu hors-jeu ou quelque chose comme ça, donc à voir. Mais sinon, on a celle-ci, à 0,17 qui est pas énorme aussi de Ben Clark, je crois, ou en tout cas Clark. Et je m'en rappelle effectivement. Mais elle est pas non plus si. L'angle est un peu fermé. Bon, c'est vrai que c'est parmi les deux meilleurs que peut-être Salzbourg arrive à se procurer avec celle-là de Gluck dans cette situation. Et puis finalement, Brest va être plutôt clutch parce que ces 3 plus grosses situations vont se transformer en but. Et il y a celle-là de Mama Baldé, mais bon, c'était pas non plus si significatif que ça. Donc au final, Brest qui a quand même... Au final, malgré qu'en première période, il y a eu cette sensation-là où ils subissaient pas mal, où c'était quand même dur dans les duels, c'était dur, hein, sur certaines situations, etc., ils ont réussi à être plus marquants offensivement. Et pour 40 touches dans la surface, Salzbourg a eu beaucoup de frappes, notamment ici, là, dans cette zone-là, parce qu'il y avait... ça allumait pas mal, Konaté, etc., Gluck, etc. Mais voilà, en n'étant pas tant non plus monstrueux, en n'ayant pas des situations non plus si marquantes que ça. Au niveau de qui a amené ces situations-là, c'est toujours intéressant de regarder quand même en détail. Alors du côté de Salzbourg, tac.
Ça a été pas mal amené par Clark et par Gluck. Au général, on voit pas mal de 10, 10, 30. Là, on a du 28, donc Dagim. Mais ouais, Clark, Dedic, ouais. Dedic, Clark, Gluck, qui ont pas mal amené les situations, alors plus ou moins, de valeur plus ou moins importante, hein, comme on le dit, mais dans la surface, ça va tourner autour de ces joueurs-là. Et puis du côté de Brest, bon bah Jork, hein. La passe magnifique. Là on a une passe clé de Del Castillo là ici qui est une passe assez longue comme ça dans la surface. Ils ont trouvé pas mal de situations dans la surface. Au global on voit pas mal de 19 revenir, hein, donc à Jork qui a été pas mal à l'initiative des passes qui ont ensuite qui ont été ensuite suivies par des tirs. Puis sinon on a aussi majoritairement du Del Castillo, donc Del Castillo et Ajorc pour voilà, c'est les dernières passes. On se retrouve à présent pour Wisecout pour le reste des statistiques un petit peu plus avancées. Donc là, on a la rencontre Brest-Salzbourg. Au niveau des moyennes de passes par possession, donc c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, mais effectivement, Salzbourg avait tendance à maintenir plus de passes par possession. Brest, ça a allongé plus, et quand on regarde le pourcentage de passes longues, c'est criant. 13% de passes longues pour Brest et 4% seulement pour Salzbourg. Au niveau du PPDA, donc PPDA, qu'est-ce que ça signifie ? En soi, Salzbourg avait le temps de faire 6 passes en moyenne, donc plus le chiffre est bas, plus tu as mis d'intensité dans le camp adverse. Salzbourg avait le temps de faire 6 passes en moyenne dans leur propre camp, avant que les Brestois ne tentent une intervention défensive. Donc j'aurais pensé l'inverse, vu l'intensité que mettait Salzbourg dans le match, mais au final ce sont les Brestois qui ont eu un PPDA plus élevé, puisque plus il est bas, plus il est élevé. Si on regarde en détail, en fait c'est quand Brest a choisi de mettre moins d'intensité, finalement qu'ils ont marqué quasiment dans les situations où ils ont mis le plus d'intensité, là entre la 45e et la 61e à peu près, il n'y a pas eu de but. Voilà, Salzbourg avait le temps de faire 4 passes en moyenne dans leur propre camp avant que les Brestois tentent quelque chose, mais finalement là ils se sont un petit peu relâchés, ils ont marqué sur une contre-attaque. Et les 3 buts un petit peu dans la foulée, au moment où ils ont mis finalement moins d'intensité et qu'ils attendaient plus Salzbourg et qui piquaient derrière en contre. Et puis pour Salzbourg, bon bah du coup ouais, les buts encaissés quand finalement ils ont remonté en intensité ici, mais sur deux un peu pics d'intensité, les 2 pics d'intensité des 2 périodes. Donc forcément c'est l'inverse de ce qu'on vient de dire là, mais oui effectivement. Ouais, Brest a bien su, c'est intéressant à voir, Brest a bien su tirer parti des situations où les joueurs de Salzbourg essayaient de mettre de l'intensité, de récupérer le ballon haut. Et finalement, c'est intéressant, ça dit de bonnes choses sur les transitions offensives brestoises. Donc ouais, ça c'est un élément intéressant à regarder. Pour les distances moyennes du tir, Salzbourg arrivait en moyenne à se procurer des situations plus proches du but. Ils arrivaient plus à tirer dans la surface, etc. Mais malgré tout, on l'a vu ensemble, ça reste les Brestois qui se sont procurés les situations les plus nettes. Au niveau des circuits de jeu les plus recherchés, on avait Koulibaly, Aïdara, le cardinal Koulibaly. Donc Koulibaly est impliqué dans les 2 circuits de jeu les plus recherchés, mais voilà, c'est souvent les centraux, forcément sont beaucoup impliqués là-dedans. Magnetti, Koulibaly, oui non, finalement les 3 circuits de jeu les plus recherchés. Et après, plus loin, on a du Lala Del Castillo, Martin Magnetti, Lala Bizot et le cardinal Lala, voilà. Il y a un petit peu les circuits qui ont le plus été privilégiés, hein, globalement. C'était beaucoup plus les circuits de jeu avec les joueurs un petit peu plus bas sur le terrain. Et puis finalement, les sorties de balles, les transitions offensives ont permis, comme on l'a vu, de faire du dégât. Du côté de Salzbourg, on a des joueurs un petit peu plus hauts sur le terrain. Ouais, on a moins de joueurs bas impliqués. Gluck, Dedic, Gournadoua, Beidou. Ouais, si on a des latéraux avec des centraux, etc. Mais Gluck quand même pas mal impliqué, qui est un peu le meneur offensif de l'équipe. Pour les passes, plus précisément les passes progressives, donc passes qui ont vraiment fait avancer significativement le jeu vers le but adverse. Là, on a du Bizot vers Del Castillo, Aïdara Del Castillo, le cardinal Sima, Magnetti Sima, Camara Sima, voilà, Sima qui était pas mal recherché, ça a payé. Et puis du côté de Salzbourg, Gluck qui est aussi impliqué dans le circuit préférentiel, dans la ligne préférentielle.
Et après, voilà, on a un petit peu, on a Konaté, on retrouve Gluck encore, Konaté, voilà, c'est assez intéressant de regarder ça aussi pour voir ce qui était le plus privilégié dans ces circuits directs. Au niveau des duels, plus précisément, donc Brest a dominé dans les airs comparé à Salzbourg, et Salzbourg a dominé au sol. Ça représente un petit peu l'impression que j'avais eue, donc pas surpris que Brest domine dans les airs, c'est quand même une équipe assez spécialiste de ce domaine-là, qui voilà, va chercher à avoir un avant-centre assez grand. On va regarder en détail, mais je pense que Ajorc est pas mal impliqué dans les duels aériens. Ça a essayé de le trouver pour qu'après il puisse remiser. Et puis voilà, à Brest, au global, ça reste une équipe qui aime bien... Alors là, mine de rien, il y a eu pas mal de jeux plus directs dans l'axe, mais qui souvent aiment bien avoir des circuits de jeu qui se terminent par des centres en hauteur. Si on regarde un petit peu plus en détail, voilà, ça ne m'a pas étonné. Ajorc, le joueur qui a été le plus impliqué dans les duels aériens, il en a remporté la moitié, et on voit que voilà, bon, on voit que la grande majorité ont été remportés dans le camp adverse au final, donc enfin voire l'essentiel en fait, tous ont été joués dans le camp adverse, donc ça le recherchait assez loin, ça le recherchait pour pouvoir se libérer et partir directement après créer du danger. Abdallah Sima également, la moitié remportée. Bizot, ouais, alors là pour les gardiens c'est sur les sorties, donc intéressant aussi. Koulibaly, Del Castillo un peu plus en mal, Mama Baldé 0%. Mais ouais, ça reste intéressant de voir que oui, voilà, il y avait beaucoup de jeux aériens qui étaient joués dans la moitié de terrain adverse parce que ça dégageait et après ça cherchait à trouver des solutions. Du côté de Salzbourg, bon, ouais, il y a eu Morgala qui a un taux de réussite et Blanc qui a deux gros taux de réussite. Mais sinon, sinon c'est quand même un petit peu plus compliqué. Beidou aussi. Et voilà, sinon du 0%, etc. Et puis bon, là, ils en ont pas joué énormément. Au niveau des duels défensifs, par contre, alors Salzbourg, il y a eu un taux de réussite plus élevé, donc dont Morgala, 88%, mine de rien, qui a plutôt bien géré son côté. Après, Beidou et Dedic qui sont, entre guillemets, en négatif, enfin, qui sont pas au-dessus de la moitié des duels défensifs remportés. Donc, duel défensif remporté, c'est une opposition 1 contre 1 avec un adversaire. Tu le perds s'il te dribble, tu le perds si tu fais faute sur lui parce que t'as pas réussi à faire autrement, quoi. Tu le perds, en gros, dans ces situations-là. Si tu le laisses aussi centrer, si tu le laisses frapper, tu le perds parce que tu ne dois pas laisser l'adversaire pouvoir créer du danger. Donc ouais, c'est intéressant, ouais, Gournadoua, etc. Ok. Au global, c'est assez... Bon, il y a plus de duels défensifs joués dans leur moitié de terrain, mais il y en a quand même pas mal aussi dans la moitié brestoise. Pour les Brestois, plus spécifiquement, ouais, c'est aussi un peu... Alors, ils ont beaucoup joué de duels défensifs sur cette aile-là, hein, du terrain, c'est intéressant. Kenny Lala en souffrance, 3 sur 12 de remportés. Mais sinon, après, Camara, le Cardinal, Aïdara, plutôt pas mal en soi. Plutôt pas mal au niveau de la réussite, et puis après on baisse un peu. Fernandez 71%, c'est pas mal. Ajorc, ok, ouais, mais un taux de réussite un petit peu inférieur. Bon, on l'avait senti notamment en première période que ça pêchait pas mal dans cet aspect-là. Sur le style offensif, donc Salzbourg s'est procuré beaucoup plus d'attaques positionnelles, mais finalement le taux de réussite, enfin des attaques qui se terminent par une frappe, est pas si éloigné, voilà. Salzbourg est un peu plus proche de 30%, Brest un peu plus proche de 20%, mais bon, 5 à 9 sur les situations qui sont finalement terminées par une frappe. Donc Brest, il y en a eu ok, 75% dans l'axe. C'est là où ils ont généré le plus de XG sur leurs attaques positionnelles. 22% à droite et 3% à gauche seulement. Au niveau de Salzbourg, on a réussi à se créer plus d'XG à gauche. Ouais, à gauche, ça venait beaucoup de l'aile là, du latéral. Là, j'ai plus son nom, mais ils en parlaient pas mal. Ouais, Dedic a créé pas mal de dangers, qui a été pas mal, voilà, il a créé du mouvement, il a fait des choses, beaucoup moins, nettement moins à droite, donc c'était vraiment l'axe et la gauche et l'axe et la droite pour Brest. Et sur les contre-attaques avec tir, donc 2 sur 2, ouais, pour Brest. Et je crois d'ailleurs que sur les deux, il marque le but. Là, c'est sûr, c'est la passe d'Ajorc pour Abdallah Sima. Là, c'est peut-être pas certain, peut-être que c'est
la passe de Del Castillo pour Sima, l'occasion dont on parlait tout à l'heure, je sais pas. Mais en tout cas, les deux ont porté leurs fruits, en tout cas offensivement, ont créé du danger. Donc ça, c'est une bonne chose. Et on le disait que quand Brest a essayé de jouer plus direct, à jouer des transitions offensives, ça a fait souvent assez mal à Salzbourg. Et puis pour finir plus en détail avec les pertes, donc les pertes de balles. Donc quand on regarde en détail, on voit... Alors, on voit pour les récupérations, donc les ballons gagnés par les équipes, qu'il y en a 12 dans élevés, 12 assez hauts sur le terrain pour Salzbourg. Donc, c'est ce qu'on disait au niveau de l'intensité dans les 30 mètres adverses, surtout en première période. 8 pour Brest, donc un petit peu moins. Brest, par contre, a plus de ballons gagnés au milieu et en défense et un petit peu moins pour Salzbourg. Donc, ça, c'est intéressant. Sur les pertes basses... Donc perte, c'est les actions perdues, donc ça peut être un dribble manqué, une passe manquée, mais ça peut même être un duel aérien manqué. C'est en vrai quand tu as manqué une action, quand tu as perdu une situation sur le terrain, donc que ce soit bas, au milieu du terrain ou plus haut. Donc si on regarde plus en détail au niveau des Brestois, on a 20 pertes pour Sima, mais la grande majorité dans le camp adverse. Il y a 16 pertes pour Del Castillo, 14 pour Lala, 9 à Jork, le Cardinal, ok. Ce qui reste intéressant de regarder, c'est les pertes qui ont débouché directement sur un tir adverse. Donc Bizot, on en a deux, dont une de Gluck, dont on a parlé tout à l'heure. Jonas Martin, Del Castillo et Koulibaly, ok. Et ce qui est intéressant également, c'est de filtrer sur les pertes vraiment basses dans les 30 derniers mètres, voir qui a été pas si serein que ça. Donc on a Lala, mais Lala... Il y a beaucoup de, je pense, duels aussi de pertes sur des duels. Comme on l'a dit tout à l'heure, quand on a regardé en précision les duels perdus par Lala. Bizot, le Cardinal, Koulibaly et Sima. Ok. Donc ça, c'est pour les pertes vraiment basses et un peu plus dangereuses pour pouvoir un peu filtrer, se faire un avis sur les joueurs qui étaient, on va dire, les moins sûrs dans ces zones-là. Pour les récupérations, on a Aïdara, 13 récupérations, le Cardinal 10, Camara 10, Bizot du coup sur ses sorties, etc. Lala qui a quand même réussi à récupérer, ce qui nuance un peu, Magnetti, Fernandez, et sur les récupérations vraiment dans les 30 derniers mètres adverses, il n'y en a pas énormément, on le voit. Mais c'est Sima, ok, et puis à Jork. Et au niveau du coup de Salzbourg, sur les pertes qui débouchent sur un tir adverse, on a Morgala, Piatowski et Gournadoua. Bon, on en a deux qui partent vraiment comme quoi, hein, deux pertes assez hautes. En général, quand tu perds le ballon dans ces zones-là, tu te dis que ça va pas être si grave, bah ça débouche sur une frappe adverse en fin de compte. Et puis deux pertes ici du coup de Morgala, pas loin de la surface. Sur les pertes basses côté Salzbourg, hop, ça n'a pas marché. On a Morgala, Bistrup, Gournadoua et sinon les autres qui s'en partagent une. Mais ouais, c'est intéressant à regarder. Et puis pour les récupérations, c'est globalement... oui, il y en a quand même 17 de Piatkowski, Beidou, Morgala et Gournadoua. Ouais, ça représente plus ou moins quand même ce qu'on a pu voir. Et pour les récupérations un petit peu plus hautes, on en a deux de Konaté, deux de Clark, Dagim et Capaldo. Ok, bah c'est intéressant. J'espère que ça vous a un petit peu éclairé sur cette rencontre-là. On va aller sur la rencontre Paris-Arsenal. On va faire exactement la même chose, mais du coup pour le club de la capitale. Alors de leur côté, ils ont eu la possession de balle, même très largement. Et c'est marrant parce que quand tu regardes comme ça, tu te dis qu'il y a une très grosse domination, alors que ça s'est pas vraiment ressenti de cette manière. Moi, pour mon avis, on va dire un petit peu général, là, avant de regarder dans les statistiques, mais en fait, la conclusion globale que je m'en suis faite après la rencontre, c'est que j'ai trouvé Paris un peu inoffensif, pas assez méchant, pas assez mordant, sur tous les aspects. Que ce soit offensivement dans les derniers gestes, dans les occasions que l'équipe a pu se procurer, ou que ce soit dans les duels, surtout en première mi-temps. Je me faisais souvent la réflexion. Je me dis, ouais, là, on voit que tu es face à une équipe de première ligue, une des meilleures d'ailleurs, et ça se ressentait. On verra dans les stats si ça se ressent dans les duels, etc. Mais c'est l'impression, moi, que j'en avais. Je me disais quand même, ça pêche pas mal, c'est compliqué. Tu te disais, voilà, tu vois pas une équipe très hargneuse, très... Quand je dis méchante, c'est pas... Moi, j'aime pas les équipes qui... j'aime pas forcément voir des matchs où le jeu est tout le temps haché, j'aime pas voir des équipes qui font de l'anti-jeu, etc. Mais
dans les compétitions comme la Ligue des Champions, parfois tu as besoin un peu de ce truc un peu de briscard. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de jeunes. À Paris, tu regardes la composition, bah, l'attaque, c'est... Enfin là, jeune. Bon, ça va, et jeune. Donc, ouais, t'as beaucoup de jeunesse, peut-être un peu moins d'expérience, un peu moins de gars. Après, t'as beaucoup de jeunesse à Arsenal aussi, mais peut-être un peu plus de mecs rugueux, du Partey, du Rice, etc. Un peu plus de gars, voilà. Je sais pas, je trouvais Paris un peu trop gentil. Et donc, cet excès de possession-là, qui finalement pourrait se voir comme une surdomination, ne vaut pas grand-chose, selon moi. Au niveau des XG, bah pareil, c'est ce qu'on disait en fait. Tu as 65% de possession, mais c'est pour te procurer 0,39 XG en 10 buts, donc ça veut dire que vraiment les occasions moyennes sont faibles. Du côté d'Arsenal, ça se procure plus de situations, une grosse occasion de but, 0 manqué. Même s'il y en a une que j'ai trouvée significative, on en parlera tout à l'heure. Plus de passes réussies côté parisien, mais voilà, c'est ce qu'on disait. Qu'est-ce que ça vaut vraiment pour les fautes, 16 au total, donc nettement moins que dans le match précédent, le Brest-Salzbourg. Ouais, le match était moins haché au global. Il y a eu quelques décisions qu'on fait un peu débat arbitral sur, je crois, une main de Calafiori dans la surface, sur des potentiels penalties, où il y a eu une action aussi là où il y avait un check penalty. Je sais plus qui c'est qui accroche à un joueur parisien. Et au final, en fait, il revient même pas. Dans tous les cas, oui, je trouve qu'il y avait faute. Et je crois que c'est Nuno Mendes qui se fait accrocher en se projetant là sur une contre-attaque. Et en fait, il check s'il y a un penalty ou non. Et comme il n'y a pas penalty, parce que c'est ici, je crois, que la faute commence, ou se termine, enfin je sais plus trop, mais il siffle pas penalty, mais il revient même pas au fait qu'il y a potentiellement faute ici. Enfin bref, après ça c'est un autre débat. Je vais pas commencer à débattre trop des décisions arbitrales. On va regarder plutôt le reste. Donc plus de corners, c'est intéressant, mais aussi côté parisien. Je pense qu'on essayait de faire en sorte que Arsenal ne s'en procure pas, parce que vu comment ils sont forts sur coup de pied arrêté, bah ça on l'a vu, puisque le coup de pied arrêté ici, le coup franc de Saka a donné le but. Mais on va y revenir après. Du coup, oui, c'est ce qu'on disait, plus de XG pour Arsenal, même plus de XG dans le jeu au total. Et c'est intéressant de voir que les Parisiens se sont créés plus d'XG sur coup de pied arrêté, mais à la fois, Arsenal n'en a pas eu beaucoup. Donc si tu rapportes si tu divises le nombre d'XG par le nombre de coups de pied arrêtés, peut-être qu'au final, c'est pas il n'y a pas un si grand écart que ça. Et puis après, ce qui va être vraiment marquant, c'est les XG cadrés, c'est-à-dire que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand tu as plus de XG cadrés en général que tes XG, c'est que tu as été plutôt bon dans le dernier tir, tu as au moins fait des tirs qui ont transformé tes situations tes situations pures, l'endroit du terrain, en situation dangereuse une fois que la frappe part, et du coup de gêner le gardien adverse. Là en fait les XG cadrés de Paris sont 3 fois moins élevés que leur XG situationnel, on va dire, contrairement à Arsenal, du coup, qui eux pour le coup ont réussi à transformer des situations en tirs un peu plus dangereux. Donc ça c'est intéressant à voir, et ça corrobore encore ce que je dis dans le PSG, pas tranchant, pas méchant, pas brutal. Bon, au niveau des passes, voilà, Paris, plus de jeux longs que Arsenal, plus de centres aussi, mais moins de réussite. Voilà, plus de touches dans la surface adverse, mais pour en faire quoi? C'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure pour Salzbourg, c'est voilà, pas vraiment méchant, pas vraiment en fait réussi à convertir la possession et les phases d'attaque en situations qui peuvent vraiment créer du dégât. Donc voilà, on va aller regarder plus en détail sur Wyscout. Alors non, avant Wyscout, on va s'attarder un tout petit peu plus en détail donc chez Opta sur les occasions, sur les XG. Et du coup, on voit que pour Arsenal, la tête de Havertz était une de leurs plus grosses occasions. Cette situation-là, normalement, on n'est pas censé marquer, on n'est pas censé rentrer. Mais en fait, le coup de pied arrêté est un peu bizarrement joué par les Parisiens, parce qu'ils font une sorte de marquage en zone. Et les joueurs d'Arsenal sont un peu tous regroupés là, et dès qu'il y a la frappe, ils se projettent tous un peu en diagonale comme ça. Les Parisiens suivent pas, et en fait il y a confusion, et du coup le tir de Saka rentre en fait directement. Il est même pas touché, la frappe rentre.
Et sinon, effectivement, on a eu cette situation notable. Donc tout à l'heure, quand on parlait des grosses occasions, effectivement, pour moi, celle-là est quand même assez forte. Martinelli n'est pas, il y a personne sur lui. Il a quand même le temps d'ajuster sa reprise. Et avec un joueur un peu plus méchant offensivement, ça aurait pu rentrer. Hein. Quand même, moi, je l'ai trouvé que c'était une situation notable. Si on regarde là par rapport à la première période, ouais, c'était en deuxième. En première période, bon, bah pareil, des situations anecdotiques au niveau des Parisiens, des situations à 0-0, 3 XG, voilà, vraiment pas bien méchant, et en seconde période, c'est là que Arsenal se crée les 3 plus grosses. Et d'ailleurs, c'était intéressant parce qu'on entendait souvent les commentateurs dire que le PSG méritait un but ou quelque chose comme ça. C'était un petit peu bizarre. Ils disaient oui, le PSG, là, enfin, je sais pas, en gros, oui, il mériterait d'en marquer un autre, etc. Mais mériter du coup sous quelle valeur, enfin, sur quelle base, parce que quand on regardait quand même, effectivement, même en deuxième mi-temps, et là où certains ont dit oui, Arsenal, finalement, ils ont rien fait, bah, je suis pas tant d'accord, il y a cette action-là. Alors oui, ça a pas été non plus la folie, hein, Paris n'a pas pris l'eau, Paris n'a pas subi des situations de très haute valeur toutes les 2 minutes, mais a quand même réussi à se créer des occasions bien moins méchantes, bien moins dangereuses qu'Arsenal malgré tout, quoi. Et oui, il y a celle-là de Martinelli, là, bon, qui est pas simple non plus, il a pas trop de temps pour tirer, les Parisiens reviennent là pour défendre et la couper. Et ouais, voilà un petit peu qui sont les joueurs après qui ont amené ces situations-là. Alors je pense qu'on a pas mal de lits. Tac, tac. Ouais, c'est ça. Ouais, quasiment toutes les frappes parisiennes, alors non, full game, ont été amenées par Lee. On a beaucoup de numéro 19, 19, 19, 19, donc il a touché des Parisiens sur les corners, mais aussi là, là c'est pour de mémoire Hakimi, mais qui fait une action un peu bizarre. En fait, il fait une sorte de frappe, je pense, mais ça, comme ça, tu te dis, est-ce que c'est une frappe, est-ce que c'est une passe, mais il l'envoie un peu dans la tête de Kolo Muani de mémoire. Donc voilà, on a cette passe-là de Doué pour Hakimi qui est pas mal là sur une transition. Je me rappelle où il le trouve plutôt bien en profondeur. Hakimi ici va tenter une frappe, bon ça va rien donner. Après il y a une passe de Lee, mais qui n'a pas dû finir par une occasion, mais une passe dont je me souviens que j'avais trouvé assez belle. Ouais, c'est celle-là. Il fait une passe, il est dos au jeu, il se retourne, il trouve Barcola en profondeur et ouais, Barcola doit pas finir l'action, mais voilà du côté des Parisiens. Du côté d'Arsenal, alors tac, mince. Du côté d'Arsenal, c'est un peu plus partagé en fait. C'est même bien plus partagé puisqu'il n'y a pas un joueur qui revient 2 fois, donc Martinelli qui en donne une, Trossard qui donne la passe décisive, Calafiori, Saka. Et Havertz, donc Havertz c'est celle-ci qui est pour Gabriel Martinelli, je crois, qui est la situation dont on parlait qui avait quand même été assez notable. Donc finalement Havertz qui marque un but de la tête et qui donne cette situation-là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc c'est assez intéressant. Donc là, on va pouvoir passer sur Wyscout. Donc en reprenant les mêmes stats que tout à l'heure, du côté parisien, on avait plus de passes par possession, c'est ce qu'on a dit, ils avaient largement plus le ballon les Parisiens, donc environ 7 passes en moyenne par possession. Donc par possession, ça veut dire avant que la possession soit coupée. Donc avant que tu perdes un ballon, que tu le sortes, que l'adversaire le récupère, que n'importe, mais en gros une phase de possession, quoi. Une phase de possession s'arrête quand tu la perds, la possession. Pour Arsenal, c'était 4 en moyenne, donc ouais, c'est vrai qu'ils n'ont pas vraiment marqué le jeu de leur empreinte, mais d'un côté, on avait même l'impression qu'ils se forçaient pas tant que ça. On avait l'impression qu'ils forçaient pas, voilà, ils gagnaient 2-0. En face, t'avais un peu la sensation que les Parisiens pouvaient attaquer pendant 10 heures sans marquer, donc ouais, ils sont pas plus tués que ça. Enfin, c'est la sensation que ça m'a donné. Un plus haut pourcentage de jeux longs du coup du côté d'Arsenal, plus faible du côté des Parisiens. Et puis pour le PPDA, Arsenal, ouais, c'est bien ce que je pensais quand même. Arsenal, malgré que les Parisiens aient eu la domination du ballon, Arsenal mettait un petit peu plus d'intensité. Oui, je pense nettement plus en première période. Donc là, en gros, sur cette période-là, et quand ils ont marqué les 2 buts, ce qui est intéressant, même si les 2 buts sont... un des 2 est sur une phase arrêtée, mais il n'y a pas de secret. Les 2 moments, pour le coup, eux, ils ont réussi à marquer, c'est le moment où ils ont mis le plus d'intensité et que du coup, les Parisiens avaient le temps de faire environ 8 passes dans leur propre moitié de terrain avant que les joueurs d'Arsenal essaient de récupérer le ballon. Donc voilà, ça représente vraiment bien ce qu'on a vu jusqu'à environ
la 45, 50e, Arsenal a mis pas mal d'intensité. Et après, ça s'est beaucoup relâché. Là, il laissait les Parisiens jouer. Hein. Clairement, les Parisiens avaient le temps de faire 32 passes dans leur propre camp. Donc, en gros, Arsenal venait même plus les chercher. Et puis, ils ont remis un petit peu de jus sur la fin du match parce que les Parisiens commençaient à accélérer. Mais ouais, c'est intéressant. Hein, une fois que tu regardes comme ça, et du coup, forcément, ça fait l'effet miroir. Quand les Parisiens là ont commencé à baisser le rythme, hop, ça a pas rigolé. Et puis après, on a remonté le rythme défensif en seconde mi-temps avec un petit trou ici. Mais ouais, c'est intéressant à voir. Hein. Moi, j'aime bien regarder en détail ces stats-là. Sur la distance moyenne du tir, Arsenal a quand même beaucoup plus réussi à se rapprocher du but parisien que le club de la capitale. Hein. Il y a presque 5 mètres d'écart. Les Parisiens qui tirent en moyenne à 21 mètres et les joueurs d'Arsenal à 15 mètres du but, donc c'est quand même assez proche, hein, c'est dans la surface. Donc ça, c'est aussi intéressant à regarder, c'est ce qu'on disait, voilà, les Parisiens, on sentait qu'ils pouvaient attaquer des heures sans vraiment que ça fasse quelque chose de très méchant, très net, une situation vraiment dangereuse. Au niveau des circuits de passe préférentiels des Parisiens, on n'avait pas de Pacho, Marquinhos, Hakimi, Lee Kang-in, donc quand même plus d'une trentaine d'échanges. Pacho, Nuno Mendes, João Neves, Nuno Mendes, voilà, pareil, il y a quand même essentiellement du jeu assez bas, un milieu, un latéral, un milieu, etc. Marquinhos, Hakimi, Pacho, João Neves, ça a beaucoup cherché, voilà, ça sortait les ballons, etc. Ça se trouvait, mais dans des zones plutôt basses. Du côté d'Arsenal, donc Havertz, Saka, Trossard, Saka, Raya, Havertz, Saliba, Havertz, Timber, Gabriel, Rice. Donc sur les deux plus préférentiels, on a des zones assez hautes finalement. Et puis sinon, voilà, c'est de la sortie de balle, c'est des échanges comme ça, mais c'est toujours intéressant aussi. Et quand on regarde dans le jeu vraiment direct, donc on avait Nuno Mendes pour Barcola, donc cette aile-là. Et finalement, quand Nuno est monté, ça c'est pareil, hein, mais j'ai l'impression que les joueurs les plus dangereux, presque, ça a été les latéraux. Les fois où Nuno est monté, ça a été intéressant. Et Hakimi, offensivement, ça a été un vrai match. Hakimi, il a un peu crevé l'écran, je trouve qu'on le voyait beaucoup, etc. Et alors pas forcément toujours les meilleures décisions, mais quand même tu entendais souvent son nom revenir dans les offensives, dans les situations. Du coup après on a du Marquinhos pour Lee, João Neves pour Nuno Mendes, Hakimi, Lee, Marquinhos, Doué, Hakimi, Zaïre Emery, donc Hakimi, voilà, Hakimi. Après on a Nuno, voilà, qui revient aussi, non, Nuno, Hakimi, c'est ce qu'on disait, hein, quand même, ça, qui reviennent pas mal dans les circuits de jeu, dans les situations. Du côté des duels, là, ça va être assez intéressant, donc, c'est bien ce que je pensais, Arsenal a remporté plus de duels défensifs. Les Parisiens ont remporté plus de duels aériens, et c'est ce que je disais en live l'autre jour, et ce qui était intéressant, c'est que le Paris Saint-Germain est deuxième de Ligue 1 sur le taux de réussite dans les duels aériens, on pourrait ne pas penser comme ça, et il faut vraiment dissocier, être fort dans les duels aériens, être bon dans le jeu en général, voilà, etc. Et être fort sur coups de pied arrêtés. Les coups de pied arrêtés, ça se travaille. Il y a des équipes qui ont des joueurs très grands, etc., qui ne font pas forcément grand-chose sur coups de pied arrêtés. Hein. C'est quelque chose qui se travaille, même si je crois que Luis Enrique avait un petit peu... c'est pas qu'il avait l'air de penser le contraire, mais il avait l'air de dire qu'il n'y avait pas forcément... qu'il passait pas tant de temps que ça à les travailler, bah ça se voit. Et donc ouais, sur les duels aériens, au niveau de la réussite, alors qui c'est qu'on a le plus joué? Donc Marquinhos, côté parisien, Pacho, voilà, qu'on a réussi 3 sur 4, pardon. João Neves, qu'on a remporté la moitié, libre, bah voilà, il est pas très grand, 33%. Donnarumma, lui, c'est sûr, c'est sorti. Barcola, Hakimi, ok, c'est intéressant, mais ouais, Marquinhos et Pacho, du coup, qu'on en jouait pas mal. Après, on l'a dit aussi, Arsenal a pas mal allongé, etc. Donc, il y avait des situations où il devait en jouer. Du côté des Gunners, donc un taux de réussite quand même pas mal inférieur, hein, plus de 10% de moins que les Parisiens. Et on a Havertz, du coup, on a Trossard qu'on a joué, pas mal, Gabriel, ok, mais bon, ouais, les taux de réussite sont un petit peu mitigés. Par contre, dans les duels défensifs, Arsenal était plus présent, a mis quand même plus d'impact. Calafiori, 78%, il en a joué 9, que ce soit dans son camp ou dans le camp adverse. Bukayo Saka, c'est intéressant, Saka qui a joué pas mal de duels défensifs, qui s'est donné sur le repli, etc. Mais ça, voilà, on n'est pas surpris, c'est un ailier qui met du sien défensivement. Declan Rice, pareil, 86% de réussite, assez monstrueux. Saliba, 83%, c'était... Le match de Saliba était fou. Enfin là, vous le voyez, il y a quand même...
Là, il y a les nombres de duels de Saliba qui sont joués dans le coin adverse, il montait sur le porteur, etc. Il n'hésitait pas. Franchement, c'était quelque chose. Merino, mine de rien, qui rentre à la fin du match quand joue 6, quand on gagne 67%. Timber, 100% de réussite. Ouais, non, quand même, c'était du sérieux. Hein. Ils ont des joueurs quand même qui rigolent pas dans les duels. Et puis du côté des Parisiens, je suis un petit peu intrigué. Donc, Pacho, qu'on a joué 9 et qu'on a... Voilà, il en a réussi la majorité dans son camp, il en a perdu qu'un seul, donc c'est quand même pas mal. Quand il est monté, par contre, il s'est fait dépasser. Nuno Mendes, qu'on a joué 7, qui s'est fait passer 2 fois. João Neves, pareil, disputé 7, pareil, il se fait passer 2 fois, mais dans des zones un petit peu moins embêtantes, on va dire. Hakimi, ok, taux de réussite médian. Kolo Muani, c'est intéressant, donc lui ça devait être souvent sur contre-pressing, on le voit, c'est assez haut sur le terrain. Doué qui est revenu défendre aussi, j'ai bien aimé. Barcola qui a réussi tous ses duels défensifs, c'est intéressant, ok, regardez. Globalement, ceux qui ont un petit peu pêché, ça va être Zaïre Emery, Hakimi c'est mitigé, puis Vitinha derrière qui est quand même un taux de réussite assez faible. Marquinhos, bon ok. Lee Kang-in, pareil, intéressant de regarder ça. Au niveau du style offensif, à présent, donc les Parisiens comptabilisent plus d'attaques positionnelles, ils ont aussi plus eu le ballon, mais par contre, ils ont 30 attaques positionnelles, mais ils en convertissent 4 en frappe. Contre 28-5 pour les Gunners. Et sur leur contre-attaque, ouais, elles ont été assez mal jouées. J'ai trouvé aussi que les contre-attaques étaient mal jouées. Il y en a une qui se traduit par une frappe, c'est ok dans l'axe, et le XG est pas très élevé. Sur les attaques positionnelles, c'est beaucoup plus venu du coup de la gauche, ok. La création de danger est plus venue de la gauche, 63%. Après, ouais, ça reste pas mal les ailes quand même. Hein. Le milieu de terrain, voilà, mais c'est quand même pas mal passé par les ailes, par Barcola, Nuno, etc. Et là, quand c'était la droite, c'était souvent Hakimi. Du côté des Gunners, on a eu, ouais, pas beaucoup par la droite, ouais, par Saka, etc. Mais les XG, les plus gros XG créés sont venus de la gauche, mine de rien, par l'aile de Gabriel. Et ok, l'axe aussi, c'est intéressant. C'est intéressant à regarder, mais ouais, pas mal d'attaques qui venaient de la droite, 14 attaques positionnelles qui sont venues de ce côté-là. Donc voilà, c'est pas toujours le côté le plus choisi qui est le côté qui marche le mieux, mais voilà, ça permet un petit peu de se rendre compte. Et puis pour conclure cette vidéo, du coup, avec alors ce qu'on disait tout à l'heure, donc les récupérations du côté parisien, ça va être intéressant de regarder ça. Pacho, donc on le disait, j'ai fait un live l'autre jour où on en a parlé, mais Pacho c'est assez monstrueux sur les ballons gagnés. C'est un des joueurs qu'on gagne le plus du côté des Parisiens depuis le début de saison. Donc voilà, gros volume défensif, il n'hésite pas à aller au duel, etc. Et ça paye, celui qui a gagné le plus de ballons. Marquinhos, pas mal aussi mine de rien. Vitinha, donc qui a pêché dans les duels défensifs mais qui a gagné des balles, donc d'autres manières en coupant des passes, etc. Nuno Mendes, Barcola, donc voilà le repli défensif des ailiers, c'est toujours important quand même. Hakimi, Donnarumma, donc lui c'est sur ses sorties, Joao, Zaïre Emery, Doué, Lee Kang-in, Zaïre Emery, ok. Sur les récupérations un peu plus hautes, vraiment dans les derniers mètres, on a Vitinha 2, Nuno 2, Barcola 2, Zaïre Emery 2, donc pour un peu le contre-pressing, etc. C'est intéressant à regarder. Sur les pertes de balles parisiennes, alors ça va être intéressant, enfin les actions perdues, donc Nuno 12, Hakimi 11, donc Hakimi qui depuis le début de saison est le deuxième ou premier parisien qui perd le plus de ballons, dans les zones basses, je crois. Mais même, il perd beaucoup de ballons. Mais après, en fait, perdre beaucoup de ballons quand t'es l'un des plus impliqués offensivement, c'est pas tant grave. Faut regarder la différence entre ce que tu perds et ce que t'apportes. Barcola, 11. Ouais, c'est vrai que le match n'a pas été bien fou de Barcola. Pacho, 10. Neves, 8. Si on regarde les pertes qui débouchent sur un tir adverse, on a une d'Hakimi, une de Nuno, une de Neves. Et si on regarde les pertes vraiment dans les zones basses, il y en a quand même pas mal. Hein. C'est Nuno 7, João Neves 4, donc là Hakimi qui est quand même à 2, ça va, c'est très correct. Pacho, là c'est vraiment Nuno qui a le plus pêché sur le terrain. Et en fait si on regarde récupération haute, il y en a autant des deux côtés, par contre 11 du côté parisien, 11 du côté d'Arsenal. Par contre les Gunners sont un petit peu plus récupérés au milieu du terrain. Et puis du côté des Anglais, du coup, si on regarde les récupérations, qui c'est qui va dominer cet aspect-là? C'est Saliba, voilà, monstrueux, c'est ce qu'on disait, Saliba, Gabriel, voilà la charnière de zinzin, mais bon, du côté parisien, c'était
C'était Pacho, Marquinhos, mine de rien. Calafiori, voilà, on en parlait tout à l'heure. Rice, Partey, Kiwior, Saka, Trossard, Merino, etc. Merino, c'est intéressant, hein. Le mec rentre et quand même il est présent il rentre assez tard et il est présent. Mais voilà, de leur côté, pour les récupérations un petit peu plus en zone offensive, on a du Rice, Havertz, Saka. Ok, c'est sympa de le savoir. Et puis à présent pour les pertes, donc les pertes qui débouchent sur un tir adverse, une de Trossard, une de Kiwior. 12 de Trossard au global, ouais c'est pareil. Havertz, ok, Saka, donc les 3 offensives, bon ça c'est souvent le cas. Calafiori, Saliba, et puis dans les zones un petit peu plus dangereuses, tac, on a Trossard, Saliba, Calafiori, donc Saliba, ok, c'est pas dans la surface, Calafiori 2 dans la surface, ok. Bon, voilà l'équipe. Voilà pour cette review des matchs. On est presque sur une 50aine de minutes. Ouais, c'était quand même très complet. Alors, une 50aine, là, je suis en train d'enregistrer, mais une fois que j'aurai monté, je pense que ça fera un peu moins, mais ça m'étonnerait pas on approche les 40 minutes. C'est sûrement la vidéo la plus longue de ma chaîne. J'espère que ça vous a plu quand même. Il y a des chances que, comme il y a déjà eu des débriefs des matchs, etc., la vidéo ne marche pas tant que ça et ne vous intéresse pas tant. Je pense que je vous apporte quand même un angle un peu différent en allant plus précisément dans les statistiques un petit peu plus loin, donc j'espère que ça va vous intéresser. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, on le refera plus. Et puis si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis voilà, d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt l'équipe.